Bonjour à tous. Hello. On va attendre peut-être 1 ou 2 minutes et on va démarrer le temps que tout le monde se connecte. Mais déjà, merci à ceux qui sont connectés. Il y en a qui sont très ponctuels, c'est cool. Exactement. On les voit arriver là, tout le monde se connecte, donc c'est parfait. N'hésitez pas à nous faire un petit coucou dans le chat pour les personnes qui sont déjà parmi nous. Salut Arnaud. Hello à tous. Ok, je pense qu'on va pouvoir commencer. Super, donc bienvenue à tous, bienvenue à ce webinaire sur comment renforcer l'expérience employée avec un budget limité. On va aujourd'hui parler donc voilà d'expérience collaborateur et ce webinaire est organisé donc en collaboration avec Aigo et Site. On va le voir, on va se présenter avec Morgane, mais peut-être avant, on va vous ouvrir une petite question. Ça va être un peu récurrent au cours du webinaire, mais donc vous allez avoir une petite pop-up où vous allez pouvoir voter, donner quelques réponses. La première question, c'est comment vous avez entendu parler du webinaire. Ça nous aide, on essaye d'évangéliser sur toutes les people operations. Donc, c'est toujours intéressant de savoir où vous avez entendu parler de nous. Donc, je veux vous laisser voter, mais en attendant, on va continuer à avancer. Donc, aujourd'hui, on est avec Morgane de Aigo et donc moi-même, Shalom de Site, cofondateur et CEO de Site. Je vais laisser la main à Morgane pour qu'elle puisse vous présenter Aigo et je reprendrai la main directement pour vous présenter Site et ensuite enchaîner directement sur le plan de ce webinaire. Trop cool, merci Shalom. Déjà, hyper contente. Merci beaucoup de m'accueillir sur ce webinaire. Je suis très contente de parler d'expérience employée. Moi, c'est Morgane, je suis consultante en People Operation chez Aigo. Aigo, c'est un cabinet de conseil qui est spécialisé justement dans l'expérience employée, hein, d'où l'intérêt pour le sujet. On accompagne des départements RH à revoir et à améliorer leurs pratiques qui ont un impact sur l'expérience proposée aux candidats et aux employés. Notre mission, en quelques mots, c'est de vous aider à faire de votre expérience employée et de la collaboration entre vos équipes de vrais avantages compétitifs qui vont vous permettre d'attirer, de fidéliser et de faire collaborer les meilleurs talents sur le marché. Donc voilà, hyper contente de pouvoir partager aujourd'hui un maximum de bonnes pratiques, de choses que je vois et que je peux mettre en place dans les différentes missions chez mes clients. Superbe. Et donc, pour ma part, comme je disais, cofondateur et CEO de Site. Site, on est le premier helpdesk interne pour les entreprises. PME, Startup et Scale-up. On va aider les équipes Operation à traiter les demandes des collaborateurs et de sollicitations récurrentes que vous pouvez recevoir en tant qu'administrateur sur Slack, Teams ou email. Et l'idée, c'est de mieux gérer ces demandes, mais aussi de mieux les comprendre, parce qu'en fait, c'est une source d'informations clé pour pouvoir améliorer l'expérience collaborateur. Et donc, en mettant en place un outil comme le nôtre, ça permet à la fois de faire en sorte que les collaborateurs se sentent écoutés, mais aussi que les administrateurs aient à disposition de tous les outils pour pouvoir traiter les demandes et le changement en entreprise. Donc en quelques chiffres, site on a été créé en janvier 2022. On a levé 1,2 million au total avec des business angels de premier plan. C'est 10 employés aujourd'hui et globalement, entre au début de notre lancement et aujourd'hui nos clients, on a couvert quasiment 78 ans implémentation.
Donc voilà, on est entré depuis 1 an et demi dans le marché de l'expérience collaborateur, et c'est un marché qui nous passionne, et il y a beaucoup de choses à faire. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on travaille avec Aigo sur partager des bonnes pratiques qu'on a pu voir, que ce soit auprès de nos clients, auprès de nos prospects, ou même des études qu'on a pu lire, et ça me permet de faire directement une transition sur le sujet d'aujourd'hui. Donc, pourquoi on a organisé ce webinaire, c'est que au cours des dernières années, et surtout des derniers mois, on voit que la fonction RH est devenue vraiment un business partner auprès de l'entreprise. L'image qu'on avait de la fonction administrative, purement juridique, de la fonction a vraiment évolué pour devenir un partenaire, un réel business partner associé aux décisions de l'entreprise. On voit de plus en plus de responsables people qui sont au COMEX des entreprises, qui viennent vraiment. Il y a une réelle stratégie people qui se définit auprès des entreprises, et donc finalement il y a un réel bon changement qui est en train de s'opérer. Et ce département, il devient vraiment le pilier de l'entreprise pour euh, toute la phase de recrutement et la fidélisation des talents. Et on sait que c'est un moteur pour la croissance de l'entreprise. Nous, on aime bien dire finalement euh, euh, employee first et customer second. Sans les employés, il n'y aura pas de clients. Donc, il faut d'abord se concentrer sur eux, et c'est eux qui permettront d'avoir des clients. Donc aujourd'hui, on va regarder un peu ce constat, qu'est-ce qui s'est passé sur les dernières années, pourquoi ce grand changement. On va voir aussi comment prendre le pouls auprès des collaborateurs, comment on peut communiquer en interne les différents changements et mobiliser les collaborateurs, et finalement comment on peut mesurer le progrès et valoriser le chemin parcouru. Pas valoriser pour valoriser, mais surtout pour une notion de ROI. Parce que finalement, c'est ça, quand on a un budget limité, faut rentrer dans cette logique de ROI, parce que chaque euro compte, et chaque euro doit avoir un impact vraiment business auprès des entreprises. Donc, peut-être une deuxième question, c'est aujourd'hui, est-ce que vous avez été impacté par la limitation du budget en interne dans vos entreprises? Donc pareil, vous avez un petit sondage, on vous laisse voter, mais dans tous les cas, d'ores et déjà, on peut vous le dire, vous n'êtes pas les seuls si c'est le cas. Il y a une enquête qui a été réalisée en janvier 2022, donc ça fait déjà un peu plus d'un an, mais on a vu que ça s'est accentué au cours du temps. L'enquête organisée par PwC indiquait que sur 600 responsables RH dans le monde, 59% des entreprises ont réduit leur budget RH en 2022. Donc c'est quand même un chiffre qui est significatif. Et une autre étude qui a été organisée par Society for Human Resource Management, SHRM, qui avait été menée et qui montre que finalement les réductions de budget vont avoir un impact sur la satisfaction des employés. Euh, Par exemple, 29% des employés qui avaient été interrogés ont déclaré que leur entreprise avait réduit les avantages sociaux, les programmes de bien-être dû à cette réduction de budget. Ça avait un impact négatif sur leur satisfaction au travail. Donc du coup, on peut se poser la question, oui, finalement, quand mon budget est réduit, du coup, je vais réduire ces avantages, je vais réduire ces initiatives qu'on a pu prendre au cours du temps. Et donc tout de suite, c'est un manque à gagner pour le collaborateur, et forcément, c'est un manque dans la satisfaction au travail. Et donc, on va voir qu'il y a quand même une autre approche, une autre façon de voir les choses, et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Euh, à gauche, on peut remarquer un peu l'organisation qu'on peut avoir aujourd'hui. En fait, au cours des dernières années, où les budgets étaient un peu plus, on va dire, libres, on a pris plein d'initiatives, mis en place plein d'outils, mené plein d'actions, mis en place plein de programmes. Et finalement, on arrive à une organisation qui est un peu difficile à comprendre. On a, on a plein d'outils qui permettent de gérer plein d'avantages ou plein de programmes, que ce soit du sport, mais de la formation, ça peut être des jours de congé, qui sont gérés dans plein d'outils, mais finalement qui ont été empilés sans réelle stratégie derrière. Et ça a complexifié finalement la relation qu'on a avec les collaborateurs. Alors on va compenser avec des groupes d'emails
pour pouvoir mieux communiquer ou mieux se faire contacter avec des canaux Slack, Teams, des formulaires, des intranets. Donc vraiment, on va aller chercher tout ce qu'on peut faire pour essayer de renforcer la communication et la relation pour clarifier l'information et les process et les services qui sont mis à disposition dans l'entreprise. Mais la réalité, c'est que l'impact il est toujours le même. Côté employé, on passe en moyenne 2 heures à chercher la bonne information par jour. On a toujours cette logique de recherche de sens. Finalement, même si on paye plus, on voit que les employés sont pas prêts à revenir au bureau, sont pas prêts ou même qui démissionnent ou préfèrent aller travailler dans d'autres pays. Donc finalement, côté employé, tout ce qu'on a pu faire, ça n'a pas réellement marché. Et côté RH, sur cette fonction-là, on voit que la fonction est réellement en tension. On est toujours surmené. Toujours plein de projets et jamais assez de temps dans une journée pour pouvoir les gérer, des sollicitations à n'en plus finir, souvent des tâches à faible valeur ajoutée où on a déjà écrit le bon article sur un Notion, sur un Confluent, sur un Drive, où on a déjà expliqué 10 fois la même façon de procéder et clarifier l'information. Et finalement, on se retrouve toujours à le faire et toujours débordé. Donc finalement, ni collaborateur ni RH n'est satisfait au travail. C'est que finalement, ce qu'on a fait dans les dernières années a forcément avait du sens pour l'époque, mais aujourd'hui, elle doit être réinventée et il faut avoir une nouvelle approche de cette fonction-là. Euh, je vais laisser donc du coup la main à Morgane pour présenter cette nouvelle approche et cette façon de voir les choses. Ouais, complètement. Bah, ça résonne en moi énormément ce que tu dis là. Effectivement, je vous disais, moi, je suis consultante en people operation. Et le people operation, c'est pas forcément un terme qui est très connu aujourd'hui. C'est une approche nouvelle des ressources humaines qui nous vient des États-Unis et plus précisément de Google et qui vient justement pallier les problématiques que tu cites, la Shalom, sur à la fois l'expérience qui doit être proposée aux employés, mais aussi l'expérience optimisée que ça doit apporter aux RH eux-mêmes qui sont sous l'eau, qui ont déjà un spectre d'activité qui est énorme. Donc l'approche People Operation, c'est justement une nouvelle approche qui est focalisée sur l'expérience employée. Donc globalement, au sein des ressources humaines, c'est, on pourrait dire, un autre prisme où oui, il va y avoir toute la partie administrative. Voilà, on ne va pas forcément changer le quotidien des RH, mais il va y avoir un pan supplémentaire qui va vraiment se dédier à l'expérience employée dans l'entreprise. Et là, ici, ce que je vous représente à l'écran, c'est un framework justement du People Operation qui illustre toutes les composantes de l'expérience employée. Parce que finalement, on parle de l'expérience employée dans tous les sens. D'ailleurs, l'interprétation de ce mot-là peut varier en fonction des personnes. Pour moi, c'est vraiment le parcours de l'employé au sein de l'entreprise. Et puis, c'est aussi les interactions et les sentiments que vont générer les interactions que va avoir l'employé avec l'entreprise. Et les interactions, les sentiments, il peut y en avoir à plein de jalons, plein d'étapes différentes dans l'expérience de la personne. Là, moi, je les ai regroupés. Chez Aego, c'est notre framework, on l'a regroupé en 4 grands piliers. La première, c'est les corporate foundations, c'est toutes les fondations de l'entreprise qui vont avoir un impact sur l'expérience que va vivre l'employé. On en parlait tout à l'heure, tout ce qui va concerner par exemple le télétravail, le travail hybride, ou encore des sujets comme les initiatives qui touchent à la RSE, etc. Tout ça, ce sont des piliers qui font partie des socles de la culture de l'entreprise, qui vont avoir un impact et qui vont vous permettre, oui ou non, d'attirer et de motiver et fidéliser vos collaborateurs. Il y a la partie talent acquisition. Bon, vous le voyez, il y a toutes les notions de marque employeur, stratégie d'acquisition des talents, l'expérience candidat qui sont également hyper importantes dès le démarrage de l'expérience de votre candidat puis employé. Ensuite, c'est l'animation des talents. Et après, vous avez toute la partie career development, parce qu'une fois que vous avez, vos talents qui sont dans votre entreprise, qui sont motivés, animés, etc., bon, bah, il faut quand même les fidéliser, leur proposer une projection qui va le plus loin possible, avec jusqu'à l'offboarding complètement à réfléchir dans les composants de l'expérience employée. Donc ça, c'est quelque chose que les RH d'aujourd'hui et de demain doivent vraiment avoir en tête pour construire une stratégie employee-centric, tu le disais, employee first. Sinon, les clients ne pourront pas être satisfaits si les employés eux-mêmes ne sont pas satisfaits
en premier lieu. Donc voilà, très important d'avoir ce framework-là en tête et de pouvoir venir, alors pas forcément mettre en place toutes les briques d'un coup parce que ça peut faire beaucoup, mais justement à vous de voir dans votre entreprise quelles sont les priorités et où est-ce qu'il faut mettre le curseur dans un premier temps pour justement satisfaire vos employés et vos candidats. Et on va en parler tout à l'heure justement de comment est-ce qu'on fait pour définir les priorités, il faut prendre le pouls, on va en parler juste après. Est-ce qu'on en parle tout de suite peut-être, Shalom? Ouais, je pense qu'on en parle tout de suite, mais vraiment, je pense, Morgane, ce qui est hyper intéressant dans ce que tu dis, c'est faut pas tout mettre en place. Faut vraiment choisir ce qui est bon pour l'entreprise, quelle est la direction que l'entreprise veut donner, et ensuite, on va venir choisir des actions ici et comment on peut impacter certaines de ces cases. Et je pense que c'est hyper important d'appréhender voilà le sujet de cette façon-là. Et pour le coup, on parle directement du fou juste après. Trop bien. Ben, je vais vous en parler. N'hésitez pas, surtout dans le chat, si parmi les briques du framework que je vous partageais juste à l'instant, il y en a en particulier qui vous parlent ou qui vous interpellent, n'hésitez pas à me les partager dans le chat et on pourra revenir dessus au fil de l'eau ou alors à la fin du webinaire. On a aussi gardé du temps pour répondre à vos questions, à vos remarques, etc. Donc, s'il y a des choses sur lesquelles vous voulez qu'on approfondisse, n'hésitez pas à nous les noter et on reviendra dessus. Du coup, ce que je vous disais, c'est justement par quoi on commence. Il faut déjà prendre le pouls des équipes. Le but du jeu, c'est pas forcément pour les RH de partir d'hypothèses et de commencer par là où ils pensent eux qu'il faut commencer. Mais non, il faut déjà commencer par demander l'avis et les besoins aux équipes. Donc ça peut se faire par exemple, un questionnaire. Moi, ce que j'appelle l'INPS, c'est l'Employee Net Promoter Score. Vous connaissez certainement le NPS qui est utilisé dans la mesure de la satisfaction des clients. Aujourd'hui, c'est complètement adaptable aussi à la mesure de la satisfaction des employés. Ça se transforme et ça s'illustre, comme vous le voyez à l'écran, par un Typeform ou un Google Form, peu importe, un questionnaire que vous allez pouvoir créer facilement en interne. Ça coûte rien du tout. On est vraiment sur un budget très limité. Ça coûte juste une licence ou un Google Form si vous avez déjà la suite Google. Et l'objectif, c'est de sélectionner un certain nombre de thématiques sur lesquelles vous allez interroger de manière anonyme vos employés. Là, par exemple, je vous montre un exemple. On va questionner sur les rôles et les responsabilités avec une question du type est-ce que les rôles et les responsabilités de chaque équipe et département sont clairement définis? Ça, c'est un premier type de question sur vos thématiques où vous pouvez proposer une échelle de 0 à 10 pour mesurer la satisfaction sur la thématique. Et ensuite, n'hésitez surtout pas à utiliser ce type de typeform ou de questionnaire pour récupérer un maximum de suggestions, d'idées de la part du terrain. Parce que, évidemment, ce sont les premiers concernés et c'est eux, vos employés, qui vont avoir un maximum de recommandations à vous partager. N'hésitez surtout pas à faire ça. Et ensuite, quand vous avez envoyé ça à l'ensemble de vos salariés, je disais de manière anonyme pour que les personnes puissent entre guillemets se lâcher, c'est-à-dire être vraiment transparente, honnête dans leur feedback et que vous puissiez retirer la meilleure matière pour prendre derrière les meilleures décisions. Donc voilà. Et grâce à ce questionnaire, à la fin, vous allez voir quelles sont les thématiques qui ont les meilleures notes ou les moins bonnes notes, quelles sont les suggestions qui vous sont partagées. Et du coup, ça peut vous aider à construire votre première feuille de route pour vous dire, bon, ben, ok, là, rôle et responsabilités, on a une moyenne de 2 sur 10, c'est qu'il y a un vrai problème, il y a une vraie attente de la part de nos employés sur ce sujet. Il faut qu'on puisse répondre à cette attente à court terme. Et donc, vous pouvez construire votre feuille de route à court, moyen et long terme pour non pas partir comme ça d'hypothèses, mais concrètement, grâce aux données issues du terrain, qu'est-ce qu'on fait et à quelle temporalité. Le questionnaire que je vous montre là comme exemple, il est complètement personnalisable et moi, je vous recommande de le mener 1 à 2 fois dans l'année pour pouvoir suivre une vraie tendance. Le but du jeu, c'est pas forcément de se dire on est nul, on est à 3 sur 10 sur une thématique, mais c'est plutôt de suivre l'amélioration, la progression que vous allez pouvoir effectuer sur une thématique. Si vous lancez votre INPS demain et que vous avez 3 sur 10 sur une thématique, ce qui est intéressant, c'est voir concrètement ce que vous allez mettre en place et renvoyer le questionnaire dans 6 mois ou 1 an et de voir est-ce que la progression, elle est positive ou pas sur la thématique sur laquelle vous avez mené des actions.
Donc voilà, sur la partie prendre le pouls, n'hésitez pas, pareil, à me partager dans les commentaires si c'est quelque chose que vous mettez déjà en place, comment vous le mettez en place. Le but, c'est qu'on puisse se partager un maximum de bonnes pratiques. Je vous disais, ça va nous mener à une feuille de route. Ensuite, quand vous avez votre feuille de route, moi, ce que je fais chez les clients, parce que ça, c'est vraiment des méthodologies que je mets en place chez mes clients chez Aigo, on va réfléchir à la stratégie de mise en œuvre, c'est-à-dire, OK, par quoi on commence, mais comment on va concrètement s'y mettre. Il faut réfléchir les choses avant de se lancer la tête la première. Et ensuite, on mobilise les employés. Je vous en dis pas forcément plus tout de suite parce que ça fait partie des sujets qu'on va aborder ensemble. Mais évidemment qu'à mon sens, si vous voulez améliorer l'expérience des employés, il faut que ça soit pour eux, mais il faut que ça soit fait par eux aussi. Et donc, n'hésitez pas à faire de vos employés de vrais acteurs de l'amélioration de l'expérience qui leur est proposée au quotidien. Et donc, du coup, une fois que vous avez choisi l'initiative sur laquelle vous allez travailler, il y a un élément qui est souvent négligé, c'est la partie communication. En fait, jusque-là, on voyait effectivement les initiatives comme un projet ponctuel, très court terme, il faut répondre et il faut améliorer ce 3 qu'on a eu au INPS. Là, l'idée, c'est vraiment en fait d'en faire un programme et un programme qui va durer dans le temps pour maximiser cette initiative-là. Et donc, tous ces changements doivent s'accompagner par le bon message aux bonnes personnes et au bon moment. Donc, ici, on va lister quatre bonnes pratiques sur la communication. Ça va être vraiment cibler les audiences, personnaliser au maximum, définir les points de touche et la récurrence du message. On va revenir sur chacun de ces points-là qui permettent vraiment d'accentuer l'impact que votre initiative, votre projet va avoir. Et ça coûte pas plus cher aussi. Encore une fois, c'est vraiment juste le bon message. Donc, c'est peut-être juste du temps au début. On va voir après comment on peut gagner du temps aussi. Mais voilà, ça coûte pas plus cher. Donc, le premier élément, c'est vraiment cibler l'audience pour avoir un impact. En fait, et pour maximiser l'impact, il vaut mieux bien définir quand on choisit une initiative, à qui s'adresse cette initiative et comment on peut faire en sorte d'adresser le message aux bonnes personnes. Peut-être que cette initiative a pour objectif d'avoir des meilleurs managers. Donc en fait, le message il est pour les managers. Peut-être que c'est pour réduire le temps d'onboarding dans l'entreprise. Donc, c'est plutôt aux personnes qui sont en onboarding ou post-onboarding pour avoir du feedback. Peut-être que c'est des entreprises des personnes qui sont dans l'entreprise depuis 2, 3, 5 ans et qu'on va essayer de garder plus longtemps encore. Peut-être c'est encore une fois les personnes qui ont répondu à un mauvais NPS. Donc, il faut vraiment être capable de pouvoir croiser et comprendre la population à laquelle on s'adresse. Et c'est hyper important de le faire. Je pense que vous le savez tous, mais on est toujours plus sensible quand à un message qui nous concerne ou qui nous où on a vraiment déjà eu la discussion sur le sujet et on nous renvoie un bon message, le bon message. Euh, Comme le retargeting, hein, on a tous eu cette expérience côté client où on reçoit la pub sur quelque chose dont on a parlé, bah, tout de suite ça nous interpelle parce que forcément ça fait écho à une discussion qu'on a déjà eue, mais c'est exactement le même phénomène, mais en entreprise et sur les sujets qui nous intéressent. Et donc un exemple ici, ça peut être un exemple d'impact du ciblage, mais ça peut être la politique de télétravail. Ça peut être important d'en mettre une pour attirer des candidats, par exemple. Donc dans le framework, c'était la deuxième ligne, mais ça peut être aussi fidéliser les profils un peu plus seniors et leur permettre d'aménager leur vie privée et professionnelle, parce que effectivement ces profils un peu plus seniors ont peut-être un autre cadre de vie personnel plus adéquat avec du télétravail. Donc voilà, il faut toujours réfléchir encore une fois par rapport à l'objectif qu'on a dans le framework, où est-ce qu'on va impacter et donc bien définir l'audience. Deuxième chose, c'est personnaliser. Encore une fois, on est toujours beaucoup plus sensible à un message qui nous est adressé directement. Euh, Ça fait toujours plus plaisir qu'on nous appelle par notre prénom, forcément. Toujours personnaliser au maximum le message. Ça peut être le prénom, le poste, le manager, la langue. C'est hyper important de s'adapter vraiment avant tout aux audiences. Et ça, c'est d'autant plus important si jamais vous avez déjà mis en place ou vous cherchez à mettre en place
des actions comme les célébrations, célébrations d'anniversaire de travail, d'anniversaire, de promotion, des remerciements, des programmes de pairs. Tout ça, c'est des moments où il y a beaucoup d'humains et donc il faut personnaliser et mettre accent sur la personnalisation pour pouvoir garder ce côté-là. Enfin, on a définir les points de touche. Alors, points de touche, qu'est-ce que j'appelle les points de touche? C'est vraiment par où on va communiquer. Donc aujourd'hui, on va tous avoir forcément le mail. Il y a du Slack, du Teams, des meetings d'entreprise, d'équipe. Donc il y a plein de moyens de communiquer l'information. Généralement, ce qu'on voit et qu'on recommande pas trop, c'est on va dire, on va communiquer le message sur toutes les plateformes en même temps et comme ça on est sûr que les personnes vont avoir la bonne information. En fait, vaut mieux vaut mieux ne pas multiplier les canaux, mais vaut mieux multiplier les points de touche et dire par exemple on va d'abord communiquer au meeting d'entreprise. Ensuite, une semaine après, on va faire un email de rappel. 2 semaines après, on va faire un Slack ou un Teams directement. Ensuite, on va peut-être faire une relance à ceux qui n'ont pas ouvert le mail, à ceux qui n'ont pas confirmé l'information, la bonne réception de l'information. Voilà, c'est les points de touche, c'est vraiment comment on va s'inscrire dans le temps pour faire durer et maximiser en fait le reach et du message auprès des personnes. Et donc, vaut mieux encore une fois, maximiser le moyen préféré de son audience, le moyen de communication préféré de son audience, et ensuite multiplier les différents points de touche plutôt que multiplier les moyens de communication. Et enfin, dernier élément, c'est la récurrence du message. Donc, on peut croire que c'est similaire, mais la récurrence du message, en fait, c'est plus, OK, on a mené l'initiative et on a fait cette campagne de communication avec les points de touche pendant 3 mois. La récurrence du message, c'est OK, les prochains qui arrivent dans ce cas-là, comment eux vont être impactés et vont recevoir ce même message. Encore une fois, si on prend, on met en place une initiative de politique de formation, la politique de formation qui concerne toutes les personnes, tous les managers. Euh, donc là, on va mettre en place une initiative pour les managers actuels, mais les futurs managers, est-ce qu'ils doivent en bénéficier? Et si oui, comment on répète le message et on s'assure que l'impact en fait de notre communication de ce programme va pouvoir les atteindre. Donc c'est comment on réutilise finalement tous les contenus que vous avez mis en place. Ça doit rentrer dans une logique où on doit pouvoir le répéter à chaque fois qu'il y a une personne qui rentre dans cette catégorie et dans cette audience qu'on a vu juste avant. Voilà, la communication, c'est pas juste encore une fois le fait de communiquer une fois ponctuellement, mais il y a vraiment une réelle stratégie et sans communication, en fait, vous allez limiter l'impact de votre initiative et c'est vraiment dommage parce que ça peut avoir, on va voir après, mais un réel impact encore plus grand sur le ROI et donc finalement le budget que vous avez alloué à cette initiative peut être finalement décuplé grâce à son ROI. Et donc, mis à part ça, il y a aussi l'intelligence collective et Morgane va nous en parler un peu plus. Oui, complètement. Je vous faisais le teasing tout à l'heure quand je vous parlais de l'INPS et du fait de pouvoir mobiliser vos collaborateurs. Alors, en effet, ça fait sens avec toute la stratégie de communication, parce que votre projet, votre initiative, elle doit être portée, elle doit être partagée, elle doit être véhiculée par déjà des éléments de communication forts qui vont permettre de donner de la visibilité et de la force à votre projet ou à votre initiative. Et le but du jeu, comme vous le disiez, c'est de créer une dynamique qui va engager vos collaborateurs dans la contribution à ces projets-là. Le but du jeu, et c'est ce qu'on prône dans l'approche People Operation, et si vous êtes familier aussi des approches Product Management, Growth, etc., on part du terrain et surtout, on va vraiment s'alimenter de toutes les données, de tous les insights qu'on va pouvoir récolter de ce terrain. Donc, c'est pas pour derrière travailler en chambre. Moi, ce que je recommande véritablement, c'est de créer des groupes de travail avec des collaborateurs qui vont eux-mêmes pouvoir en intelligence collective, comme tu le disais, Shalom, partager un maximum de travaux et améliorer eux-mêmes avec le support évidemment de l'équipe RH et d'experts, pourquoi pas en complément, mais vraiment pour apporter quelque chose de nouveau
et quelque chose de pérenne dans l'entreprise. Donc, ce que je fais chez mes clients en général, c'est on va envoyer un questionnaire. Donc, on fait l'INPS de base pour pouvoir, comme je vous le disais, prioriser les initiatives sur lesquelles se focaliser à court terme. Ensuite, on envoie un questionnaire, un appel à volontariat. Et donc, on va voir parmi les initiatives qui ont été priorisées, qui a envie de se mobiliser sur une petite partie de son temps de travail pour travailler sur ces sujets-là. Par exemple, sur l'onboarding, tiens, l'entreprise se dit il y a un vrai sujet sur l'onboarding, on voit qu'il faut vraiment qu'on l'améliore. Qui de mieux que les employés eux-mêmes, peut-être des new joiners et des personnes qui sont là depuis un peu plus longtemps. On fait un mix dans une équipe mixte, on va dire, sur ce sujet-là, et on leur donne les moyens, on les aide vraiment à se mobiliser pour travailler, améliorer ce sujet-là. On leur donne un mandat, c'est-à-dire sur combien de temps ça va s'étaler, qu'est-ce qu'on attend concrètement de vous. On leur donne un planning, on leur donne des moyens pour réussir, c'est très important. Si vous positionnez des collaborateurs juste sur le volontariat et vous leur dites allez, vous bossez sur l'onboarding maintenant, c'est bien sympa, mais il risque de ne pas se passer grand-chose. Donc l'objectif, c'est vraiment de leur proposer un cadre dans lequel ils vont pouvoir exceller, un cadre qui va être oui, alors encadrant, c'est le but, mais qui reste flexible pour qu'ils puissent vraiment apporter leur créativité, leur force de proposition, leurs initiatives, etc. Et en bonus, évidemment, je ne peux que vous conseiller de vous faire accompagner par des experts qui vont, eux, avoir la méthodologie, qui vont avoir l'expérience de cadencer des équipes, d'apporter aussi un rythme de travail pour être sûr de délivrer du contenu et des bonnes pratiques déployables à court terme dans votre entreprise. Mais en tout cas, n'hésitez surtout pas. Vos collaborateurs, ils ont envie de prendre part à ces sujets. Ils ont besoin de voir un peu autre chose et de contribuer au développement et au futur de l'entreprise. En tout cas, les personnes qui vont avoir envie de se mobiliser là-dessus, c'est vraiment des pépites à garder parce que c'est des personnes qui ont envie de contribuer à l'avenir de votre entreprise et donc il faut absolument les mobiliser et leur donner les moyens justement de participer à ce développement-là. Ouais, voilà, c'est globalement ce que je voulais partager sur le fait de mobiliser les collaborateurs. Je ne sais pas si c'est une pratique qui est déjà mise en place et de manière plus ou moins cadrée chez les personnes qui nous écoutent. En tout cas, n'hésitez pas à nous partager si c'est le cas. Et donc, enfin, la dernière partie, c'est l'automatisation et la mesure. Ça, c'est un sujet qu'on voit arriver de plus en plus côté RH, qui n'était pas forcément les plus avancés sur ces sujets-là, mais qui, la plupart, commencent à prendre conscience en fait de l'importance. Alors, globalement, qu'est-ce qui se cache derrière? On l'a vu, donc on a choisi une stratégie, on a décidé de l'implémenter, on a récupéré du feedback terrain, on a mis des initiatives collectives, on a testé des choses, on a vu ce qui marchait pas. Au bout d'un moment, on commence à avoir une bonne idée de, OK, voilà les étapes qui permettent d'avoir un bon programme sur ce sujet-là. Et donc là, c'est là où l'automatisation peut rentrer en jeu pour en fait permettre trois choses. La première, ça va être se libérer d'une charge mentale. Ça sert à rien de garder cette longue to-do de tâches, liste de tâches à faire à chaque fois que il faut répéter cette initiative. Autant l'automatiser, ça nous libérera. Se libérer de cette charge mentale, ça va libérer du temps et surtout ça va permettre une standardisation de l'expérience collaborateur et s'assurer que vraiment tout le monde bénéficie de cette même expérience collaborateur. L'automatisation, c'est vraiment clé. À partir du moment où, au début, on fait du manuel, on fait du Google Form, on fait toutes ces petites actions dont on a pu parler avec les moyens du bord, mais il y a un moment où il vaut mieux le standardiser, le processer, pour, encore une fois, vous libérer de cette charge mentale, gagner du temps et vous assurer qu'il y ait une garantie que tout le monde bénéficie de la même expérience chez tout le monde. Mais un autre avantage aussi de l'automatisation, c'est qu'on va pouvoir avoir des données sur ce programme, sur cette initiative, et surtout des données qui vont pouvoir être comparées. Si justement on a une standardisation du process, on est sûr que tous les mails d'onboarding
sont envoyés le premier jour à l'arrivée du collaborateur à 9h00, ben, on va pouvoir mesurer à quel point les mails sont bien ouverts et ont un bon impact. Si jamais c'est envoyé manuellement et donc à des heures différentes, on ne peut pas savoir quelle est la meilleure heure ou où est-ce qu'on a le maximum d'impact. Donc c'est hyper important de pouvoir l'automatiser aussi pour pouvoir mesurer par la suite les données. Et une fois qu'on va avoir une bonne vision et une bonne visibilité des données, là on va pouvoir itérer, ajuster et en fait le programme ne s'arrête pas. L'initiative et le projet qu'on a mis en place va pouvoir être renouvelé, réinventé, ajusté, itéré. Par exemple, on prend souvent le cas de l'onboarding parce que c'est quelque chose qui est assez pénible et qui est adressé un peu par tout le monde. Mais on sait que à l'onboarding, au début, on sait qu'il faut envoyer tel et tel document ou faire telle et telle action. Donc, on va commencer à les automatiser. Et après, on va pouvoir mesurer, en fait, finalement, le fait d'ajouter cette étape ou d'enlever ce document ou ce meeting qui n'a pas réellement d'importance au moment de l'onboarding a un impact significatif sur l'augmentation du INPS des nouveaux arrivants. Typiquement. Et donc, une fois qu'on a automatisé, on peut s'amuser à juste enlever une brique ou rajouter une brique pour voir à quel point ça change au cours du temps. Et donc, si on est meilleur ou moins bon, et donc, du coup, on peut devenir et rentrer dans une logique d'amélioration continue. Un autre exemple que j'aimais bien, que je disais dans une des études, mais c'était Trello ou Blablacar ont mis en place les congés limités dans l'entreprise et ils se sont rendus compte en fait qu'après quelques temps, bah, le fait d'avoir mis en place les congés limités, ça avait augmenté significativement la satisfaction des collaborateurs et finalement le nombre de jours pris restait plus ou moins identique par les collaborateurs. Donc finalement, ici tout de suite, on a un effet positif sur euh, le sur le programme qui a été mis en place. On peut tout de suite voir les bienfaits si on le mesure. Euh, donc, automatisation et mesure sont un peu les dernières étapes de la chaîne qui vous permettent d'aller plus loin et dans la justification finalement de ce qu'on appelle vraiment le ROI, parce que chaque dépense de l'entreprise doit être justifiée et doit avoir un impact business. Et encore une fois, il y a plein de moyens de rattacher cet impact business, surtout en RH. Morgan avait présenté ce framework. Chaque brique du framework peut avoir un impact et peut avoir du coup son ROI qui peut être justifié. Donc, si on rappelle un peu les best practices avant de passer peut-être à toutes vos questions, on en a vu qu'il y en avait déjà, mais donc, premier élément le plus important et ce qui finalement nous a fait un peu défaut, c'est prendre le temps de définir sa stratégie, prendre un peu de recul. On a eu des années les dernières années ont été très intenses, que ce soit parce qu'il y avait beaucoup d'argent, mais aussi parce qu'il y a eu une crise sanitaire, parce qu'il y a eu maintenant une crise économique. Donc il y a eu, la fonction des ressources humaines a été sursollicitée, a éteint tous les feux, a réagi. Aujourd'hui, c'est le moment de prendre à bras le corps le sujet et de prendre vraiment de définir sa stratégie. Ensuite, on implémente une première version. On implémente une première version en sondant les besoins du collaborateur sur le terrain, en faisant des ateliers avec les personnes les plus motivées, en faisant une première version pour voir qu'est-ce qui marche pas. Une fois qu'on a ça, on la standardise, on l'automatise et on commence à mesurer. Et enfin, on a du ROI. Et donc, ça, c'est vraiment finalement les bonnes pratiques que l'on voit auprès de tous nos clients ou nos prospects dans la bonne façon de mener le projet. Ils arrivent vraiment au début avec cette stratégie qu'ils veulent mettre en place et ils savent plus ou moins pourquoi ils veulent mettre en place cette stratégie pour avoir un impact sur un sujet et un moyen du framework. Et donc, c'est ce qu'on vous recommande aujourd'hui de mettre en place. Euh, voilà, donc on a passé les premières minutes à parler avec Morgane, et aujourd'hui, maintenant, c'est aussi l'idée, c'est que ce soit aussi un échange et donc de répondre à vos questions si vous en avez sur ce sujet-là. Je crois qu'il y en a déjà eu quelques-unes. Oui. Donc, euh, tu veux les prendre
Oui, J'y vais? je peux le Ouais. lancer et tu peux compléter si tu veux. On a une première question d'Alix. Pour aborder ces nouvelles tendances en entreprise, mieux vaut-il embaucher de nouveaux profils RH ou bien transformer les habitudes et missions des RH existantes? Alors là, j'ai deux questions en une et deux réponses en une aussi pour te répondre, Alix. Il n'y a pas de réponse et de vérité absolue. Par exemple, quand on voit le People Operation, l'approche qui a été lancée par Google à l'époque dans les années 2000, le DRH de Google, Laszlo Bock, s'est rendu compte que ses talents n'avaient pas du tout confiance dans les RH. Les RH étaient vraiment très mal vus, très peu sollicités. Il y avait un vrai problème entre les profils ingénieurs de l'entreprise et les RH qui n'étaient pas vus comme les bons interlocuteurs pour comprendre les enjeux et le quotidien de ces ingénieurs. Donc du coup, Laszlo Bock, VP People, à l'époque, s'est dit, bon là, il y a un vrai problème, il faut que je transforme ma fonction RH. C'est là que lui, il a tout révolutionné et que l'approche PeopleOps est née. Et lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a complètement changé la composition de son équipe RH et il a recruté des personnes qui étaient issues du milieu du conseil, des experts en sociologie, des experts marketing. Il a évidemment gardé des profils RH, c'est hyper important d'avoir des profils RH, mais il a complété cette expertise RH par d'autres expertises issues de métiers différents. Donc là, il a vraiment, on peut dire, révolutionné la composition et la structuration d'une équipe RH traditionnelle. Aujourd'hui, moi, ce que je fais chez mes clients en France, la réalité des faits, c'est qu'on n'est pas encore prêt à tout changer et c'est pas forcément l'objectif d'ailleurs de casser tout l'existant et de repartir de zéro. Moi, ce que je fais très souvent, c'est que j'accompagne les départements RH vers justement une nouvelle approche et finalement, ça passe par de la sensibilisation, de la formation. Nous, en tant que consultants en PeopleOps, on va armer les équipes RH chez nos clients grâce à de nouveaux outils, des nouvelles pratiques et parfois même simplement de nouvelles façons de réfléchir et d'appréhender les sujets RH. Et ça permet de les aider à ouvrir un petit peu le champ des possibles et de mettre en application des pratiques PeopleOps sans forcément avoir à changer la composition même de l'équipe. Ouais, pour compléter, peut-être Alix, moi, j'ai vu beaucoup dans beaucoup de startups scale-up. Je précise startup scale-up parce que c'est généralement des entreprises qui misent beaucoup sur l'expérience collaborateur. Et j'ai vu beaucoup de profils RH de boîtes beaucoup plus traditionnelles qui venaient les rejoindre. Et en fait, après quelques mois, bah, ça le faisait pas. Et pour moi, c'est un peu symptomatique justement du fait qu'il faut pas prendre ce qu'on connaît et juste le réappliquer. C'est pas ce qu'on connaît d'une boîte et juste le réappliquer. C'est pas parce que ça marche dans une entreprise ou dans un secteur et du coup faut revenir remettre la même chose. Faut plus se réinventer. Et je pense que le mot d'ordre un peu de ce qu'on voit, c'est que c'est l'écoute et les besoins du collaborateur qui doivent revenir. C'est oui, jusque-là, on le disait en intro, mais il y avait la fonction RH, c'était administratif, c'était juridique, et maintenant on est plutôt business partner. Quand on est business partner, on écoute vraiment avant tout le besoin du collaborateur et les besoins de l'entreprise et on façonne la stratégie basée sur ça. Euh, Moi personnellement, je mise sur transformer les habitudes et les missions des RH existantes parce que le but c'est pas de remplacer, mais c'est juste de réinventer et d'aller plus loin c'est vraiment une transformation. Complètement. Alors, du coup, il y en a eu pas mal d'autres. Stéphanie, quel est le coût moyen d'un INPS? Alors, c'est peut-être plutôt Morgane finalement qui va l'apprendre parce que c'était plus son. Alors ça dépend. Ça dépend de comment tu veux le mettre en place, Stéphanie. Si tu veux vraiment tout internaliser dans ton entreprise, tu vas prendre une licence Typeform. Ça te coûte 25 € par mois. Là, je suis sur leur pricing. Ou si tu as une suite Teams ou Google, tu as des fonctionnalités de questionnaires qui sont directement intégrées aux suites. Voilà, ça te coûtera pas plus que les outils que tu utilises aujourd'hui.
Et tu peux demander tu peux le faire toi-même, ou tu peux demander à une personne de ton équipe de le faire et de l'envoyer. Ça peut coûter 0 ou très peu du coup si tu as déjà quelques outils. Si par contre tu veux te faire accompagner et que tu veux pas forcément faire le questionnaire de ton côté, et que tu veux avoir une approche un petit peu plus aboutie avec notamment la création d'une feuille de route qui s'ensuit, une analyse plus poussée de l'INPS que ce que tu pourrais faire toi en interne, tu peux te faire accompagner par des experts. Nous, chez Aigo, c'est quelque chose qu'on propose. Et là, le coût va vraiment dépendre de l'audience. C'est-à-dire que le coût d'un INPS et l'analyse d'un INPS pour une entreprise de 50 personnes, 100 personnes, 1000 personnes, ça va complètement varier. Donc, si tu es intéressé par justement un accompagnement là-dessus, avec plaisir pour en parler ensemble. Voilà ce que je peux dire là-dessus. On a une autre question. On a Arnaud qui pose une question. Avez-vous des conseils à donner pour aider à convaincre un CFO de mettre en place des initiatives RH? Alors, je peux m'en occuper. Globalement, le plus important pour convaincre un CFO, donc le CFO, pour le coup, parle chiffres, hein. Généralement, c'est ça qui leur parle. Le CFO comprend très bien la notion de ROI. Donc, c'est pas parce qu'on vient avec un outil qui va coûter 1000 euros ou 500 000 euros, c'est pas ça qui importe, c'est qu'est-ce que ça va rapporter de l'autre côté. Et c'est pour ça que c'est hyper important de faire ce travail en amont, de fixer des objectifs et de pas juste vouloir mettre une solution parce que ben, dans mon autre boîte je l'avais mis parce que tel concurrent a mis cette solution. Non, ce qui est important, c'est vraiment de comprendre quel va être l'impact et pourquoi on veut le mettre en place. Et comme ça, on va pouvoir rattacher ça à des chiffres et dire ben voilà, on va mettre ça en place et ça va nous rapporter tant. Voilà quel va être l'impact. On va diminuer on va avoir un impact sur la rétention de nos collaborateurs. On sait tous très bien que, je pense que ça c'est des chiffres qui vous parlent, mais qu'un collaborateur qui part a un coût significatif, et donc ce coût-là va pouvoir être comparé au coût de la solution. Et donc là, en fait, on a tout de suite un ROI si jamais le départ de collaborateurs est estimé à 100 000 euros et qu'on vient avec une solution de 10 000 euros, en fait, le calcul et le ratio est très bien fait. C'est pour ça que c'est plus important de parler ROI que prix euh, uniquement. Bon, en espérant que ça aide. Après, je pense que les commerciaux des solutions peuvent vous aider aussi à monter des business cases. Je sais que généralement, les commerciaux sont pas les meilleurs amis euh, des RH, mais pour le coup, en tout cas, les bons commerciaux sont là pour vous aider aussi à accompagner cette discussion et vraiment à travailler avec vous pour aller monter vraiment un business case auprès du CFO. Et la question, même pour la retourner, parce qu'elle est hyper intéressante, et finalement, moi, ce que je vis au quotidien, c'est plutôt comment aider les RH à convaincre Mm, leur COMEX ou à exactement, ouais. convaincre les dirigeants de l'entreprise. Parce que forcément, quand on fait partie de la fonction RH, on est généralement convaincu par ces sujets-là. Donc, c'est pas là qu'il y a forcément un point de blocage, mais c'est plutôt, comme tu le disais aussi en introduction, Shalom, la RH devient de plus en plus business oriented, mais pendant longtemps et encore aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui pensent que les RH sont réduites à une fonction support qui n'a aucun impact sur le business, alors que c'est complètement faux. Mais aujourd'hui, il y a quand même des dirigeants qui ont besoin d'être convaincus et des RH qui doivent vraiment s'armer pour faire valoir ces initiatives et ces projets-là auprès de leurs dirigeants pour récupérer du budget, parce qu'on en parle aujourd'hui. On vous a proposé tout un tas de bonnes pratiques qui sont à budget limité, mais au bout d'un moment, c'est vrai qu'il y a certains projets qui peuvent, selon leur ampleur, demander, nécessiter du budget, un peu plus de budget, et à ce moment-là, il faut aller convaincre et aller pitcher le cas aux dirigeants. Et là, c'est vraiment quelque chose à préparer, c'est une vraie stratégie aussi pour justement rapporter ces chiffres, ce côté très factuel, très business au RH pour les aider à convaincre leurs dirigeants.
Donc, j'aime beaucoup effectivement cette approche. C'est comment donner les moyens finalement au RH d'aller convaincre et je pense que c'est le plus important. C'est un travail aussi d'acheter une solution. C'est aller convaincre en interne, mais il y a des façons de le faire. On peut monter des POC justement pour avoir quelques chiffres et aller défendre derrière. Donc il y a plein de moyens, mais voilà, la notion de ROI est importante. Il y a encore quelques questions. Ouais. Ouais, il y a encore une question d'Alix. En général, ce type de nouvelle approche est mis en place dans des entreprises qui voient de nouveaux dirigeants arriver. Difficile de changer les habitudes. Mais là, je peux peut-être proposer une réponse. Tu pourras certainement me compléter, Shalom. Alors oui, c'est le cas. Ça arrive. Alors c'est pas toujours le cas, mais ça arrive que. Alors déjà pour commencer par le commencement, en général, quand on veut travailler sur des thématiques d'expérience employée, c'est soit que l'entreprise elle est proactive. Et ça, c'est génial. Ça veut dire qu'avant même qu'il y ait des problèmes, elle a envie de proposer quelque chose de différenciant parce qu'elle est profondément convaincue qu'il y a quelque chose à faire sur le sujet. Bien souvent, en tout cas moi ce que je rencontre, c'est des entreprises qui sont dans la réaction, qui sont réactives, qui rencontrent des problèmes et qui se disent oups, là je suis en train de faire les frais d'une expérience qui peut être peut-être améliorée, en tout cas qui est aujourd'hui pas au top, je perds des talents, etc. Et donc je dois me réinventer et je dois miser sur l'expérience employée et donc je participe à ce genre de webinaire par exemple. Mais en tout cas, ça arrive qu'il y ait des entreprises qui souhaitent s'investir sur les sujets d'expérience employée et mettre en place ce type de nouvelle approche lorsque de nouveaux dirigeants arrivent. Parce que lorsque de nouveaux dirigeants arrivent, il y a plusieurs facteurs, il y a plusieurs choses qui vont se passer. Il y a déjà du coup une nouvelle culture, un nouveau mindset qui est insufflé par ces nouveaux dirigeants. Peut-être qu'eux, ils ont envie aussi de marquer le coup et de proposer quelque chose de nouveau. Donc, ils peuvent mettre en place aussi ce type de pratique. Et il y a aussi le cas où, moi, c'est ce que je vois dans certains cas chez mes prospects ou clients, le changement de direction chamboule pas mal l'entreprise en général. Et du coup, va créer ce mouvement, ce turnover aussi qui peut arriver et qui peut faire du mal à l'entreprise à court terme et même à plus long terme. Et du coup, c'est là que, pareil, en mode réactif, ok, changement de direction, beaucoup de chamboulements dans l'entreprise. Il faut absolument que là, on prenne soin de nos talents, on communique, on soit au plus proche d'eux justement pour faire passer la pilule de ce changement-là, accompagner le changement au plus près d'eux. Et donc, effectivement, ce type d'approche peut être mis en place dans les deux cas, hein, lorsqu'il y a ou pas changement de direction. C'est pas facile, mais en général, c'est jamais évident dans ce type de contexte. Changement de direction, c'est jamais évident de toute façon, mais ça arrive souvent. Je sais pas si ça Génial. répond à ta question, Alix. N'hésite surtout pas à me partager aussi, toi, ta vision des choses. Je vois que tu me réponds dans le chat. N'hésite pas si toi, si c'est une situation que tu vis ou que tu vois autour de toi et que tu as envie d'en parler, n'hésite surtout pas, c'est hyper intéressant. Et du coup, on a une dernière question ouais, de Camille. Donc, combien de temps avant de voir les premiers résultats et l'impact sur l'engagement des équipes? Encore une fois, ça c'est donc bien aligné avec la notion de ROI. Ça va vraiment dépendre d'où on part et du type d'initiative. Euh, il y a, ça peut être variable, je dirais. Euh, il faut compter quand même un minimum 2-3 mois avant de mesurer les premiers impacts d'une stratégie. Et après, il y a d'autres changements qui peuvent prendre plus de temps. Par exemple, si on veut venir senioriser ses talents et faire de la montée en compétences, ben là forcément, il y a un temps incompressible de formation qui va prendre plusieurs trimestres. Assez variable, mais encore une fois, toujours à mettre en parallèle le coût vs ce que ça nous rapporte et cette notion de temps est pris en compte généralement dedans. Dans la notion de ROI, on garde toujours la notion de temps aussi.
Et du coup, toujours Camille, donc avez-vous d'autres indicateurs clés pour piloter l'amélioration de l'expérience employée autre que le INPS et identifier les autres besoins collaborateurs? Alors, pour le coup, il y en a beaucoup. Et il y en a beaucoup des indicateurs, en tout cas, pareil, Morgane, je pense que tu dois en avoir aussi pas mal en tête. Mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir, je dirais même d'être capable de croiser toutes les données qui sont à notre disposition. Donc ça peut être le temps depuis la dernière augmentation, la dernière promotion, ça peut être le temps depuis de passer dans un poste, le taux d'absentéisme, ça pourrait être le taux d'attrition. On parlait d'offboarding avec Morgan. Il y en a aussi on a vu des personnes qui mesurent le taux de boomerang. C'est le taux de retour de personnes d'employés qui sont partis de l'entreprise mais qui reviennent après. Donc en fait, toutes ces métriques, il faut vraiment, si on aborde encore une fois la matrice présentée par Morgan, qui reprend toute l'expérience collaborateur dans son ensemble, bah, chaque point permet ont des indicateurs associés et finalement, l'expérience collaborateur, c'est ça, c'est pas juste un INPS finalement. On a parlé du NPS parce que c'est peut-être le moyen le plus facile pour vous à mettre en place et qui a le plus de retours. L'expérience collaborateur, c'est la somme de énormément de facteurs et aujourd'hui, faudrait être capable de pouvoir tous les mesurer. Oui, complètement. Pour compléter, moi, il y a une chose que je fais, alors que je fais en complément, pas en remplacement de l'INPS, mais vraiment en complément, c'est de mener des entretiens avec des employés, des entretiens individuels et ou collectifs, où du coup, je suis en one-to-one avec les employés de l'entreprise et je peux leur poser des questions et quantitatives et qualitatives. Et je peux prendre en général entre une demi-heure et 1 heure de temps avec ces personnes-là pour creuser à fond un ou plusieurs sujets. Ça permet d'identifier des besoins et de creuser davantage certaines problématiques que ce que peut proposer peut-être un INPS. Et après, moi, une méthodologie dont je suis fan, c'est la méthodologie des OKR, les Objective and Key Results. Et en fait, les indicateurs, vous pouvez en avoir sur toutes vos thématiques. Par exemple, les indicateurs qu'on va mesurer sur l'onboarding, sur le recrutement ou sur le développement de carrière ne vont pas forcément être les mêmes. Donc, du coup, moi, ce que j'aime bien dans la méthodologie des OKR, c'est qu'à côté de chaque objectif que vous vous fixez de manière précise, vous avez à chaque fois des key results qui sont finalement des indicateurs qui permettent de mesurer votre progression de manière, encore une fois, plus affinée en fonction de l'objectif et donc de la thématique que vous vous êtes fixé. Ça permet pas forcément de parler de pilotage de l'expérience employée de manière assez large, mais finalement de pouvoir mesurer la progression sur des thématiques plus précises. Et c'est finalement avec cette précision-là qu'au final, on peut avoir ce recul et se dire, OK, quels sont les voyants qui sont au vert et quels sont les voyants qui sont au rouge. Et là, je peux avoir un pilotage plus macro. Mais je pense que ce qui est intéressant avec la méthodologie des OKR, entre autres, je la prône parce que c'est quelque chose que nous, on fait chez Ego, qui nous sert beaucoup et que je mets en place chez des clients aussi. C'est une méthodologie qui permet d'avoir cette vision micro et cette vision macro. Donc, en termes de pilotage et de stratégie, je trouve que c'est très, très efficace. Je crois qu'on a fait le tour des questions. On a fait le tour des questions, on arrive à terme de ce webinaire. Donc, peut-être avant de vous remercier, on a un petit cadeau. Euh, on sait que les périodes sont compliquées. On parlait des budgets limités, donc pour les entreprises qui veulent automatiser les communications, traiter les demandes collaborateurs, on offre la possibilité de tester site avec une réduction de moins de 50% pendant 3 mois. Voilà, on fait un pas vers les entreprises qui sont en réduction budgétaire pour pouvoir les aider à accompagner le changement dans l'expérience collaborateur. Donc, vous avez le coupon, n'hésitez pas aussi à nous solliciter si besoin. On sera ravis de pouvoir continuer les échanges, discuter de certains cas d'usage, que ce soit côté Aigo ou au site. Ravi de pouvoir booker une démo et prolonger un peu plus en détail les échanges par la suite, plus en détail et personnalisé surtout par rapport à vos besoins.
Et enfin, dernier élément, on vous met un petit sondage si vous voulez y répondre avant de nous quitter, ça serait superbe. Et autrement, on vous remercie tous pour votre participation et à très bientôt. Oui, merci beaucoup. C'était un plaisir d'être avec vous et merci pour toutes les questions hyper riches que vous avez posées et au plaisir d'échanger plus amplement sur LinkedIn ou autre par la suite. Et merci Shalom pour l'invitation. Avec plaisir, merci Morgane. À très bientôt. À Salut. très bientôt, au revoir.